C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Togo, qui a voté hier, 4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives et régionales. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais l'affluence n'était pas au rendez-vous. L'opposition dénonce des fraudes massives. Pour rappel, le vote s'est déroulé dans un contexte de révision constitutionnelle qui fait polémique. Nous donnerons la parole ce soir à Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, et Karl Gaba, coordinateur général de l'organisation Togo Debout. L'insécurité au Mali. Les FAMA accompagnés du groupe paramilitaire russe Wagner ont neutralisé un chef djihadiste dans le nord du pays, une zone où les djihadistes ont tué 10 combattants de groupes pro-Bamako. La correspondance régionale dans ce journal. Le dépouillement a commencé au Togo. Les électeurs ont voté dans le calme hier pour élire députés, conseillers régionaux. Les journalistes sur le terrain ont constaté peu d'affluence dans les bureaux de vote. Les résultats des scrutins doivent être annoncés dans les 6 jours suivant le vote. Un vote qui s'est déroulé après une réforme éclair de la Constitution, une réforme qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Et on va parler justement de cette réforme controversée avec nos invités. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, et Karl Gaba, de l'organisation, coordinateur général de l'organisation Togo Debout. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Bawara. Pourquoi avoir fait voter cette réforme éclair de la Constitution? Le Parlement n'était pas habilité à le faire alors que le mandat des députés avait pris fin en décembre, je le rappelle, du fait de report des élections. Pourquoi avoir fait cette réforme éclair avant ce scrutin? Mais je suis surpris qu'une chaîne aussi sérieuse que France 24 dise que le Parlement n'était pas habilité à procéder à la réforme constitutionnelle. Alors je vous réponds tout de suite parce que vous dites qu'on n'est pas sérieux. C'est des articles de la Constitution, monsieur Bawara, article 59, qui est... Référez-vous à des constitutionnalistes, ce que vous dites est totalement erroné et faux. Alors l'article 59 qui prévoit que la révision de la révision de la Constitution de 2019 qui prévoit qu'il faut avoir recours au référendum si on touche à la limitation de mandat, ce qui est le cas d'ailleurs. Et puis il y a l'article 44 qui stipule que l'article 144 de la Constitution, qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances. Et c'est ce qui s'est déroulé. Donc je ne suis pas constitutionnaliste, mais je me renseigne quand même. Donc voilà. Je voudrais vous encourager à vous en tenir à votre travail de journaliste et ne pas vous livrer à des interprétations. Ça fait partie de mon travail, monsieur Bawara. Mais c'est mon rôle aussi de vous rappeler la réalité. L'article 52 de la Constitution togolaise, et c'est d'ailleurs une pratique démocratique établie partout, à partir du moment où des députés qui disposent d'un mandat du peuple ne sont pas remplacés par d'autres députés élus dans les mêmes formes, les députés de l'Assemblée nationale restent en place et rien ne les entrave dans l'exercice plein et entier de leurs attributions. Ça, c'est le droit. Maintenant, votre opinion, ça, c'est une opinion de journaliste. Ce n'est pas une opinion, c'est un article de la Constitution. Je n'ai jamais donné mon opinion. Et puis, j'ajoute aussi, monsieur Bawara, que le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance empêche toute modification de la Constitution à 6 mois d'une élection sans consensus, qui est le cas. Donc, vous voyez, je fais quand même mon travail. Et vous êtes en droit d'y répondre, d'ailleurs, mais je ne pense pas avoir... Oui, je vois que vous jouez aux institutions, aux instances de la CEDEAO. Non, madame, je vous dis tout simplement que la Constitution togolaise permet aux députés en exercice de rester en place et d'assumer la plénitude de leurs prérogatives jusqu'à ce que de nouveaux députés soient élus et prennent effectivement leur place. Et cette pratique-là, c'est une pratique démocratique établie et reconnue dans toutes les démocraties à travers le monde. Et donc, la Constitution a été modifiée. Nous avons eu la possibilité, à travers la campagne électorale qui vient de se dérouler, à la fois pour certains partis, notamment ceux de l'opposition, soutenus d'ailleurs massivement par certains médias étrangers et par des personnalités et des acteurs politiques à l'étranger, ont expliqué à la population togolaise pourquoi ils sont opposés à cette réforme.
Nous avons mené une pédagogie, une explication. Oui, mais ça, Monsieur Bawara, ça a été fait ça a été voté avant le scrutin. Il y a eu une première lecture qui a été votée avant le scrutin. Il y a eu une deuxième lecture demandée par le président Gnassingbé parce que justement il y avait pression. Non, oui, mais les deux votes sont intervenus avant l'élection parce que nous voulions que les enjeux du scrutin soient posés, que les Togolais aillent aux urnes en toute connaissance, en sachant les conséquences et les implications de leur vote. Et c'est ce qui s'est passé. Les résultats ont été à tomber. Nous allons voir qu'est-ce que les Togolais en pensent. En fonction des résultats sortis des urnes, nous verrons si les Togolais comprennent et adhèrent à la réforme constitutionnelle ou alors ils ont été sensibles aux arguments de l'opposition. Nous verrons ça effectivement, mais je me tourne vers Karl Gaba qui est avec moi sur ce plateau. Est-ce que vous considérez que vous avez été suffisamment consulté sur ce texte? Est-ce qu'il y a eu véritable consultation? Vous connaissez le Togo, c'est une dictature, aucune loi, aucune règle. Jamais la population n'a le droit de manifester. Jamais l'opposition ne peut s'exprimer. C'est vraiment une chape de plomb sur ce pays. Et ils ont commis une forfaiture. Ils ont violé les Togolais. Ils nous ont humiliés. Et cette modification constitutionnelle est une violation de la table de notre loi. Est-ce que vous avez eu le texte entre les mains? Qui connaît le texte? Est-ce que vous l'avez eu en tant que journaliste? Aucun Togolais ne connaît ce texte. Personne ne sait de quoi il parle. Il y a eu des extraits qui ont été dit. Mais des extraits, non. Quand il y a un texte qui est un texte qui concerne toute la société togolaise et doit être soumise, effectivement, ce texte-là doit être soumis, effectivement, à la population. Franchement, je ne vais pas perdre mon temps dans des arguties judiciaires. Ce que je sais, c'est que Faure Gnassingbé et ses députés ont violé la loi togolaise. C'est une loi imprescriptible. Ils ont commis un crime en faisant un coup d'État constitutionnel. Et cette complicité de Faure Gnassingbé, qui est multirécidiviste dans cette histoire. En 2005, il a fait 3 coups d'État, il recommence. Et maintenant, il est hors de question de perdre son temps, de discuter d'argustie judiciaire quand il s'agit effectivement d'une forfaiture. Alors, je vais laisser répondre tout à l'heure M. Bawara, mais j'ai encore une question à vous poser. Vous dites que les manifestations ne sont pas autorisées. Vous, l'opposition, vous êtes membre de la société civile, mais votre organisation en tout cas, mais l'opposition appelle à des manifestations et en même temps, l'opposition va aux élections, donc elle conteste et en même temps, elle va aux élections. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire aussi? Non, ce qui s'est passé au Togo, c'est une grosse victoire, ce qui s'est passé. On a l'impression tout de même que l'opposition est divisée et qu'elle est absente du terrain. L'opposition a été présente. Le peuple togolais a été présent, a envoyé un message clair. Environ plus de 70% d'abstention. Les abstentions, c'est quoi? Les Togolais ont voté avec leurs pieds. Ils disent à Faure Gnassingbé et à sa bande que sa loi, ils n'en veulent pas. Que lui, ils n'en veulent pas. Ils veulent en finir avec ce système. C'est ça le message qu'ont fait passer les Togolais. C'est de se dire que vous avez organisé une certaine forme de forfaiture. Vous avez violé la table de notre loi. Vous avez violé notre constitution. Et par conséquent, vous êtes maintenant illégitime. Monsieur Bawara, je vous laisse répondre. Bon, d'abord, M. Gaba n'a d'existence que sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je crois qu'il est complètement déconnecté de la réalité togolaise. Il ne connaît même plus quelles sont les évolutions. Donc, en ce sens, je suis indigent à son égard. Je voudrais vous informer que depuis quelque temps, les résultats ont commencé à tomber. On a des indications concernant le taux de participation qui se situe au-dessus de 55%. On va de 55% à 80-90% à certains endroits. Donc, dans l'ensemble, nous allons nous situer au-dessus de 60% de taux de participation au niveau national. Alors, maintenant que quelqu'un est en train de raconter des histoires et des paraboles sur des réseaux sociaux et sur les médias, ça c'est son rôle. Il peut s'informer, il peut appeler ses amis d'opposition qui ont mené campagne sur l'ensemble du territoire national, qui ont constaté que cette campagne s'est déroulée dans le calme, dans la sérénité et la paix, qui ont appelé les Togolais à sanctionner le gouvernement et la majorité, notamment sur la réforme constitutionnelle. Et nous avons mené campagne dans un esprit de pédagogie, de respect des opinions de nos adversaires. Et nous sommes sereins, nous attendons le verdict des urnes. Si les Togolais
ont été sensibles et ont accédé aux arguments de l'opposition, nous allons le constater. Si en revanche, ce que je crois fortement, parce que j'ai conduit la campagne au niveau de la capitale, j'ai vu la forte affluence, les mobilisations, l'engagement massif des citoyens dans nos meetings. Alors nous saurons aussi s'ils adhèrent, comprennent et acceptent la réforme constitutionnelle que nous allons mener. Je crois que ça, c'est démocratique. Alors, M. Bawara, juste pour rappel, l'opposition parle de bourrage d'urnes, de fraude massive. Hein. Je rappelle juste factuellement ce que dénonce l'opposition aujourd'hui. Votre réponse, M. Gaba? J'ai l'habitude d'entendre ce monsieur qui est... Vous êtes ministre depuis 17 ans, hein, c'est ça? Hein, vous n'avez jamais rien fait d'autre de votre vie que d'être ministre. Hein. Ça, c'est un métier, ça. Et il veut me faire comprendre que je ne sais pas ce que c'est que le Togo. Alors, on va s'en tenir aux réponses. Oui, mais c'est une petite aparté. C'est-à-dire qu'il veut me faire croire que je ne connais pas mon pays. Bon, ceci dit, il peut bourrer les urnes maintenant qu'on sait que les Togolais ont manifesté leur mécontentement et ont envoyé un message clair. Cette élection, ils n'en voulaient pas. Cette constitution, ils n'en voulaient pas. Ils ont voté avec leurs pieds et à plus de 70%, il y a une abstention. Maintenant qu'ils se mettent à bourrer les urnes, on les a vus sur tous les réseaux sociaux, hein. Les maires, les chefs d'entreprise, les chefs traditionnels. Il n'y avait personne dans les bureaux de vote. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, pour essayer effectivement d'avoir une légitimité par le taux d'abstention, ils essaient de bourrer les urnes. Les Togolais les ont renvoyés à leurs affaires. Alors j'ai une dernière question pour vous, Monsieur Gaba. Oui. Je le disais tout à l'heure, l'opposition togolaise est traversée par des querelles intestines, est très divisée, n'est pas unifiée. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas aussi votre part de responsabilité sur la situation actuelle? Vous avez pointé du doigt Monsieur le ministre, qui est ministre depuis 17 ans, mais l'opposition aussi, finalement, ne joue pas son rôle au Togo. Non, l'opposition joue son rôle. Il est difficile d'être opposant dans un pays comme le Togo, où la seule solution que vous avez, c'est de vous taire, d'être en prison, de partir en exil ou d'être mort. Donc comprenez que l'opposition qu'on a au Togo est une opposition diversifiée. Mais par contre, ne demandez pas à l'opposition togolaise, effectivement, d'être un et indivisible. On a combattu, effectivement, les partis uniques au Togo. Mais ce qu'on sait dans le cœur des Togolais, et c'est ça qu'ils ont montré, là, qui est que cette abstention-là, on a voté avec notre pied. On a démontré à Faure Gnassingbé que nous n'en voulons pas de lui et que nous en appelons. Nous en appelons pour l'avenir du Togo à un nouveau contrat social. Et nous invitons tous les Togolais, à partir de demain, de se réunir, de se mettre en marche parce que Faure Gnassingbé est illégitime. Il est un multirécidiviste qui a violé la loi togolaise et nous lui demandons de dégager. Et à partir de demain, toutes les institutions, les organisations de la société civile togolaise sont vent debout. Merci beaucoup, et le 5, nous serons à l'écoute des Togolais pour mettre en place ce nouveau contrat social qui va réformer le Togo. Je suis obligée de donner la parole à M. Bawara, d'autant qu'il est à distance et que c'est moins évident pour lui de s'exprimer. M. Bawara, c'est à vous. Merci. Mais les vues de l'esprit de M. Gaba ne vont pas devenir la réalité ni la vérité. Avant même le scrutin, nous avons vu des allégations et des désinformations concernant des irrégularités. Vous voyez, il y a environ 1300 bureaux de vote. J'ai entendu un responsable de l'opposition parler de des balivernes. De deux bureaux de vote. Laissez-le s'exprimer, M. Gaba. Bon, je pense qu'en étant déconnecté des réalités, il perd aussi le sens de la retenue. En racontant des mensonges, personne ne les avale, vos mensonges. On vous a pris la main dans le sac. Monsieur Gaba, vous avez pu vous exprimer, laissez-le s'exprimer, d'autant qu'à distance, ce n'est pas évident. Mais je comprends très bien, parce que je connais un peu la rhétorique je vous en prie. Pour endormir les Togolais. Monsieur Bawara. Non, je voulais tout simplement vous expliquer très posément que dans les bureaux de vote, dans les commissions électorales locales et au niveau de la commission électorale nationale, les représentants de l'opposition et de la société civile y participent. Et s'il y a eu des cas d'irrégularité ici et là, massive. Si cela a été documenté, les représentants de l'opposition et de la société civile et les délégués des partis politiques dans les bureaux de vote ont pu le relever. Et donc, nous sommes... 72% de non.
qui vont nous décourager de participer aux élections. Merci beaucoup, Monsieur Bawara, et vous aurez l'occasion de vous exprimer de nouveau sur notre antenne et peut-être ici à Paris. Merci infiniment, merci Monsieur Gaba d'avoir participé à ce débat. On va passer au reste de l'actualité au Mali. L'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ont neutralisé un chef djihadiste dans le nord du pays, dans la même zone. Les djihadistes ont de leur côté tué 10 combattants du groupe pro-Bamako. On fait le point avec notre correspondant régional Serge Daniel. À Gao, principale ville du nord du Mali, les groupes d'autodéfense sédentaires contrôlent un important poste de sécurité. C'est ce poste de sécurité qui a été attaqué par des djihadistes fortement armés. 10 combattants pro-Bamako ont été tués. Il y a eu également des blessés. Un peu plus au nord, cette fois-ci dans la région de Ménaka, c'est l'armée malienne et ses alliés qui ont neutralisé, c'est-à-dire tué un chef djihadiste local. Abou Youzeifa Hugo, c'est l'un des responsables de l'État islamique au Sahel, localisé alors qu'il circulait à moto, il a été pris en tenaille. Ancienne figure du Mouzao, le mouvement pour le djihad en Afrique de l'Ouest, il a participé à d'importants combats. Par exemple, en 2017, à l'attaque de troupes américaines sur le territoire nigérien. Depuis cette date, sa tête a été mise à prix par les États-Unis d'Amérique, 5 millions de dollars. Sa mort est une perte importante pour les combattants de l'État islamique, mais qui sont toujours présents sur le terrain dans le Sahel. En bref, un tribunal spécial parrainé par l'ONU a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de Centrafrique, François Bozizé, pour sa présumée responsabilité dans de possibles crimes contre l'humanité commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Et puis toujours en Centrafrique, un député accusé de complot et de tentative de coup d'État est détenu depuis décembre au camp de Roux sans procès. En grève de la faim, la santé de Dominique Ephrem Yadoka se détériore, mais les autorités semblent rester sourdes à ses appels. Ses collègues députés ont lancé une pétition exhortant le président Touadéra à agir. Écoutez. Depuis le retour de collègues à Bangui et le jour de son arrestation, on attendait à ce que la justice puisse se prononcer sur son cas. Mais malheureux est de constater que on n'en parle pas et que sa santé aujourd'hui est inquiétante. Et cela est obligé de nous interpeller, ses collègues, afin que nous puissions toucher à la sensibilité de nos autorités, afin qu'ils puissent statuer sur son cas. La République démocratique du Congo peut compter sur la France qui sera à ses côtés pour trouver la paix dans l'est du pays. C'est en substance ce qu'a déclaré le président Félix Tshisekedi. En visite d'État en France, le président congolais s'est entretenu à l'Élysée avec le chef de l'État, Emmanuel Macron. Il a également pris part à une table ronde à Bercy sur les investissements entre Paris et Kinshasa. Écoutez. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Et justement, sur le terrain, la situation est critique dans l'est du pays où la milice du M23 continue de progresser. Et à ceci s'ajoute le départ des casques bleus, les casques bleus qui étaient postés dans le pays depuis plus de 20 ans pour protéger les populations exposées aux violences des différents groupes armés. À la demande de Kinshasa, les contingents ont commencé leur retrait qui doit être achevé d'ici 2024. Depuis le début du désengagement, les policiers congolais qui viennent les remplacer se retrouvent parfois désemparés. Sophie Lamotte. Portes et serrures défoncées, installations électriques pillées, murs délabrés. 2 mois après le départ des casques bleus pakistanais, cette ancienne base militaire ressemble plus à un squat qu'à un poste de police. Ça fait 2 mois que je dors sur les planches. Je suis un humain ou un animal? Je dors ici sur la planche.
Qu'est-ce que la MONUSCO a laissé? Rien. Après 25 ans de présence, les autorités congolaises estiment que les quelques 15 000 casques bleus déployés pour défendre les civils, le personnel humanitaire et les défenseurs des droits de l'homme sont inefficaces contre les groupes armés et ont demandé leur départ accéléré en décembre. Mais dans un contexte de recrudescence des violences dans l'est du pays, les policiers envoyés en remplacement manquent de moyens. Un policier qui a des jeeps, mais des jeeps qui n'ont pas de carburant. Comment, quand il y a une intervention, il faudrait une intervention quelque part, comment on va se déplacer? Ça, c'est un problème. L'année dernière, de violentes manifestations anti-MONUSCO réprimées par l'armée congolaise ont fait plusieurs dizaines de morts dans la région. S'ils ne faisaient pas l'unanimité, certains regrettent tout de même leur départ. Nous, les jeunes de Kamanyola, on aimait beaucoup la MONUSCO car ils n'avaient aucun problème avec nous. Nous faisions des petits boulots dans la base et obtenions quelque chose comme des rations, mais depuis qu'ils sont partis, je suis vraiment dégoûté. En janvier, Kinshasa a demandé le retrait intégral de la MONUSCO d'ici la fin de l'année. Le Conseil de sécurité n'a quant à lui pas fixé de date limite. Direction l'Afrique du Sud, où les choses se compliquent pour Jacob Zuma. Une enquête de police a été ouverte pour faire la lumière sur les signatures que l'ancien président a utilisées pour faire accréditer son parti. Jacob Zuma avait jusqu'à aujourd'hui pour déposer ses arguments devant la Cour constitutionnelle qui doit trancher sur son éligibilité. Le point avec Caroline Dumais. Pour se présenter à ces élections, l'ancien président Jacob Zuma n'est pas au bout de ses peines. Il y a deux gros problèmes. Un problème avec son parti et un problème avec son éligibilité personnelle. Le problème avec son parti, c'est qu'on a appris ce week-end qu'il y a eu une purge massive dans le leadership du parti, et notamment avec Jabulani Kumalo, qui était l'un des fondateurs. Il est accusé de corruption. Il y aurait des fonds du MK qui ne seraient jamais arrivés. Aussi, autre problème, les signatures, une affaire de fausses signatures, un ancien du parti qui a admis avoir fait des fausses signatures pour enregistrer le parti auprès de la province du Cap. Le troisième problème, c'est le problème de son éligibilité personnelle. L'affaire est désormais devant la Cour constitutionnelle. Vous savez que selon la Constitution, tout Sud-Africain qui a été passible d'une condamnation de plus de 12 mois de prison ne peut pas être député. Or, Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison, mais ses avocats affirment que la peine a été commuée à 3 mois de prison et donc considèrent que cette condamnation n'est pas applicable dans ce cas. La Cour constitutionnelle devra trancher. Rendez-vous devant la Cour le 10 mai prochain. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Aline Bottin. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.